programmation sanitaire, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'abord le concept de la prévention. C'est quoi la prévention d'une maladie? D'abord, il faut savoir qu'il y a des actions qu'on met en place avant l'apparition de la maladie. Il y a des actions qu'on met en place après l'apparition de la maladie. Les actions qu'on met en place avant l'apparition de la maladie sont des actions destinées à des sujets qui sont indemnes de toute pathologie. C'est ce qu'on appelle les actions de prévention primaire. Donc, ce sont des actions qui sont destinées à une population qui ne présente ni pathologie, ni signe précurseur de la pathologie. Quelles sont ces actions? Ce sont toutes les actions qui ont pour objectif de diminuer l'incidence. Donc, ils vont éviter l'apparition de nouveaux cas de maladie. Ils vont éviter l'apparition de la maladie. Donc, ces actions, il y a plusieurs actions de santé publique, à savoir les actions DEC, la vaccination. Pardon, il y a Ryan qui m'envoie un message apparemment. Il y a certains qui se sont connectés, mais qui n'arrivent pas à... Ah, voilà. Pardon. C'est pour ça, je dis à chaque fois, il faut essayer de se connecter. Pardon, je m'excuse pour cette interruption. Je ne sais pas si Ryan s'est connecté sur le bon lien ou non. Vous êtes connecté sur le lien que j'ai mis sur la plateforme, c'est ça? Quelqu'un me répond, s'il vous plaît. Oui, très bien. Et c'est quoi le problème pour Ryan? Très bien, merci. Essayez de contacter Ryan, je n'arrive pas à la joindre apparemment. Ils se sont connectés sur, je ne sais pas. Elle me dit qu'ils sont en train de m'attendre. Je ne sais pas s'ils sont toujours s'ils sont sur le bon lien ou non. Donc, on va revenir à la présentation. Donc, on a dit que les actions de prévention primaire, ce sont les actions qui visent à éviter l'apparition de nouveaux cas de maladie. Pardon. Allô, oui, Ryan. Ryan, on est connecté, on a commencé la séance. لو ليان ماهوش في الميل راهو في لا بلاتفورم يا اخي نعته لكم قبيل لو ليان راهو في لا بلاتفورم يا maintenant عندي 40 programmation sanitaire كاين 48 étudiants qui sont en ligne et on a commencé وين راكم je suis en train de les accepter راني في 49e
Essayez, Ryan, de reconnecter. On est en ligne. Donc, on va vous attendre. On va vous accorder encore 4 ou 5 minutes. Et dans 5 minutes, je vais recommencer. Pour ceux qui n'ont... Ah, Ryan, tu es connecté maintenant. Très bien. On va attendre encore 2-3 minutes pour les autres. Et on va commencer. Très bien. D'accord. Ça. Entre-temps, on ne va pas perdre notre temps et on va profiter, on va attendre vos collègues 2-3 minutes. Durant ce temps, on va profiter. Il y a la Miss qui m'a posé une question sur la plateforme. La Miss, elle a posé une question concernant la réutilisation des masques durant cette période de pandémie. Eh bien, regarde la Miss, durant cette période de pandémie, c'est vrai qu'il y a un problème de rupture de masque. Le principe de base, c'est que les masques chirurgicaux, la durée maximale de leur utilisation, c'est 4 heures. Pour les masques FFP2, la durée maximale de leur utilisation, c'est 8 heures. Mais dès le début de la pandémie, vu la pénurie mondiale des moyens de protection, il y avait des recommandations qui ont été émises, il y a même des études qui ont été faites concernant la réutilisation des masques. Le principe général, c'est que les masques FFP2 peuvent être réutilisés après une désinfection à l'autoclave. Donc, à défaut, vous pouvez utiliser des masques en tissu doublés, plusieurs masques par exemple, mais à condition de les laver et de respecter le principe de ne pas toucher la partie externe qui est exposée au risque. Vous portez le masque pour vous protéger. Donc, ne touchez pas cette partie exposée, cette partie externe qui est exposée au risque et sur laquelle il y a un dépôt de plusieurs germes. Donc, c'est ça le principe général. Donc, maintenant, on va revenir à notre présentation. On va revenir à notre cours sur la programmation sanitaire. Je vais relancer l'enregistrement et je vais passer directement aux diapositives. Donc, on a dit que selon l'Organisation mondiale de la santé, les actions de prévention peuvent avoir lieu à différents niveaux d'évolution de la maladie. On a des actions qu'on doit mettre en place avant l'apparition de la maladie. Il y a des actions qu'on doit mettre en place au début de la maladie, à un stade un peu avancé et en fin de vie. C'est pour ça, avant l'apparition de la maladie, il y a ce qu'on appelle les actions de prévention primaire. Ces actions de prévention primaire ont pour objectif d'éviter les nouveaux cas de maladie, d'éviter l'apparition de malades. Parmi ces actions, on a les actions d'IEC, information, éducation et communication, la vaccination, l'hygiène de vie, l'activité physique. Toutes ces actions, ce sont des actions qui ont pour objectif d'éviter l'apparition de nouveaux cas de maladie. Donc, c'est avant l'apparition de la maladie, sont destinés à des sujets qui sont sains, indemnes de cette pathologie. Maintenant, après l'apparition de la maladie ou bien tout au début de la maladie, il y a ce qu'on appelle le stade de début, c'est le stade de début de la maladie ou bien le stade où on a des précurseurs, par exemple des lésions précancéreuses, un état d'intolérance au glucose. Donc, pour ces sujets, ou bien un diabète au début, HTA au début, là, c'est ce qu'on appelle les actions de prévention secondaire.
Ces actions de prévention secondaire ont essentiellement un des deux objectifs, soit d'augmenter le taux de guérison, soit d'éviter les récidives. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette prévention secondaire? Il y a soit le diagnostic précoce ou bien le dépistage qui va être suivi rapidement par un traitement qui doit être efficace. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit soit dépister, soit diagnostiquer précocement, et dans tous les cas, que ce soit dépistage ou bien diagnostic précoce, ça doit être suivi par une confirmation du diagnostic et par une prise en charge rapide et efficace de ces sujets. Maintenant, une petite différence entre diagnostic et dépistage, diagnostic précoce et dépistage. Donc, dépistage, c'est en général destiné à une population qui n'a pas de signes, une population à risque. On va chercher, par exemple, chez les femmes, on va faire des frottis pour chercher soit des lésions précancéreuses ou bien un cancer, des frottis cervico-vaginaux dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus, pour chercher soit des lésions précancéreuses ou bien un cancer in situ. Donc, on va faire un dépistage de l'hypertension artérielle par la prise de la tension artérielle de toute personne qui va se présenter en consultation afin de dépister ou bien de diagnostiquer précocement une hypertension artérielle pour la prendre en charge rapidement afin d'éviter les récidives, d'éviter les complications par la suite. Et pour le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qu'on peut guérir dans 100% des cas s'il est diagnostiqué au stade de lésion précancéreuse ou bien de cancer in situ. Il peut bénéficier d'une guérison à 100%. Ça, c'est les actions de prévention secondaire. Les actions de prévention tertiaire, ce sont destinées à une population qui présente une maladie à un stade un peu avancé et qui peut être diagnostiquée parfois en même temps que ses complications. Dans ce cas-là, l'objectif principal, c'est d'améliorer la qualité de vie et de diminuer les incapacités. Dans ce cas-là, on va prendre en charge et la maladie et ses complications. Ça peut se faire par une réadaptation de cette personne qui présente une maladie avec des complications. Un diabétique diagnostiqué au stade d'insuffisance rénale, par exemple, dans ce cas-là, on va prendre en charge et l'insuffisance rénale et le diabète. Le quatrième concept maintenant de prévention, c'est ce qu'on appelle la prévention quaternaire. C'est le quatrième niveau de prévention. Et ce niveau de prévention-là est défini tout simplement par une protection du soignant et du soigné d'une surmédicalisation qui peut être parfois inutile. Donc, parfois, un sujet à un stade avancé de sa maladie, donc à un stade, entre parenthèses, en fin de vie, par exemple, on peut ne pas prendre en charge, on peut ne pas prendre la décision d'une guérison, d'un traitement curatif. Les soins dans ce cas-là doivent être des soins palliatifs par une collaboration entre les différents spécialistes qui vont prendre la meilleure décision pour ce patient. Dans le cadre, par exemple, de ce qu'on appelle les RCP, les réunions de concertation multidisciplinaire. C'est plusieurs spécialistes qui vont se réunir pour discuter de la meilleure décision concernant un patient. Donc, un patient avec un cancer au stade de métastase, au stade de dénutrition, on ne va pas chercher à une intervention chirurgicale
pour une résection de la tumeur primitive. Donc, il vaut mieux opter pour d'autres soins qui vont améliorer la qualité de vie de ce patient et de l'autre côté, ne seront pas lourdes pour le système de santé. Donc, en résumé, cette prévention quaternaire, c'est une prévention du soignant et du soigné d'une surmédicalisation qui peut parfois être inutile pour notre patient. Donc maintenant, vous avez vu les différents niveaux de prévention, primaire, secondaire, tertiaire ou quaternaire. On ne va pas mettre ces actions au cas par cas. En santé publique, les actions doivent être organisées lorsque c'est possible et lorsque c'est intéressant à l'échelle de population pour répondre à la demande et aux besoins d'une grande catégorie de la population. Donc maintenant, à l'échelle de population, comment on va agir et comment on va organiser les actions de lutte contre les différents problèmes de santé. Est-ce qu'on va prioriser le cancer ou bien on va prioriser le sida? Est-ce qu'on va prioriser les maladies à transmission hydrique dans nos actions de lutte? Est-ce qu'on va choisir la vaccination ou bien on va choisir des interventions chirurgicales? Vaut mieux choisir un traitement médicamenteux ou bien une activité physique. Pour faire ça, pour prioriser tel ou tel problème de santé, pour choisir telle ou telle action, on doit adopter une démarche en matière de problèmes de santé publique. Cette démarche va être faite en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'identification des besoins de la population. Donc, pour prioriser le cancer ou le sida, les maladies à transmission hydrique ou bien les zoonoses, il faut d'abord identifier quels sont les besoins de cette population. La population algérienne n'a pas les mêmes besoins que la population française. La population française aussi n'a pas les mêmes besoins que la population canadienne. Donc, on va faire un diagnostic à l'échelle de la population. Et comment on va faire ce diagnostic-là? Pour faire un diagnostic à l'échelle de la population, on doit chercher des informations. On doit se référer au système d'information sanitaire et on va se baser en premier lieu sur les données de la surveillance épidémiologique. Vous vous rappelez le jour où vous avez fait le cours avec professeur Kadir et il vous a parlé de la surveillance épidémiologique, il a bien résumé la définition, de cette surveillance épidémiologique en disant la surveillance, c'est l'information appelant l'action. On va chercher des informations. Pourquoi? Parce qu'on veut agir, on veut mettre en place des actions de santé publique. Donc, on va chercher aussi à travers les enquêtes épidémiologiques, à part la surveillance qui est une action contenue, il y a les enquêtes épidémiologiques qui sont une action ponctuelle, qui répondent à des besoins et à des situations spécifiques. Et on va se baser aussi sur les enquêtes socio-psychologiques. Donc, à travers ces différentes sources d'informations, on aura des indicateurs de santé. Ces indicateurs de santé, ce sont le stéthoscope ou bien le tensiomètre ou bien le cliché radiologique d'un épidémiologiste, d'un homme de santé publique. C'est à travers ces différentes sources d'informations qu'on aura des indicateurs qui vont nous permettre de classer d'une manière rationnelle les problèmes de santé, de dégager quels sont les choix prioritaires, quels sont les problèmes de santé qui nécessitent des actions prioritaires et de présenter aussi des solutions alternatives et argumentées. Donc, on a identifié les besoins à travers des indicateurs. Et vous avez vu avec professeur Toby qu'il y a plusieurs indicateurs. Il y a ce qu'on appelle les indicateurs de mortalité et d'espérance de vie,
comme le taux brut de mortalité, le taux de mortalité infantile, le taux de létalité, les années de vie corrigées pour une incapacité. Il y a les indicateurs qui vont nous donner une information concernant les problèmes de santé les plus fréquents, comme la prévalence, l'incidence. Il y a des indicateurs qui vont nous donner des informations concernant les activités des services de santé, c'est l'hospitalisation, le nombre de consultations, le taux d'occupation des lits. Est-ce que les lits des services chirurgicaux qui sont les plus occupés ou bien les lits des services médicaux? Et quelle est la pathologie pour laquelle il y a le taux d'occupation de lit le plus important? Quelle est la durée moyenne de séjour au niveau des établissements de santé et quelle est cette durée par pathologie, par service, pour voir à peu près une information concernant les activités des services de santé. Il y a les indicateurs liés aux facteurs de risque, le risque attribuable, le risque relatif, l'odds ratio. Il y a des indicateurs de coût, le rapport coût-efficacité, le rapport coût-efficience. L'efficience, c'est quoi? En résumé, c'est une efficacité à moindre coût. Quelle est l'action la plus efficace et qui a le moindre coût? En matière de santé publique, quand on va agir à l'échelle de la population, on va choisir quelles sont les actions les moins coûteuses et les plus efficaces. Je vais vous donner un exemple. Entre frottis cervico-vaginal et vaccination contre le papillomavirus. Pourquoi on a opté pour le frottis cervico-vaginal et pas pour la vaccination contre le papillomavirus? Pour la simple raison qu'elle a la même efficacité, a un même pratiquement résultat, le frottis cervico-vaginal est largement moins coûteux que cette vaccination contre le papillomavirus. C'est pour ça qu'on a choisi, dans le cadre du programme de dépistage du cancer du col de lutte contre le cancer du col de l'utérus, à l'échelle en Algérie, et dans pas mal de pays, on a choisi le frottis cervico-vaginal, car si on arrive à faire un dépistage correct, une couverture par le dépistage à l'échelle de la population correctement, donc on aura des résultats très satisfaisants en matière de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Ça, c'était la première étape. C'est faire un diagnostic à l'échelle de la population. Pardon. Il y a Ryan qui m'appelle. Allô, oui. Oui, Ryan. Oui. Parce que d'habitude, c'est moi qui gère la séance et l'autre enseignant fait l'enseignement. Aujourd'hui, c'est moi qui enseigne et qui fait la gestion de la séance en même temps. Je viens de les accepter, donc je vais essayer de faire les deux à la fois. Est-ce que vous voyez maintenant la présentation? Comme ça, est-ce que vous voyez la présentation? Très bien. Donc, on va continuer comme ça. Très bien. Donc, maintenant, on va passer au deuxième élément qui est l'établissement des priorités. Donc, on a identifié les besoins de notre population. Maintenant, on va passer à l'établissement des priorités. On a fait un diagnostic à l'échelle de notre population. Donc, on a fait le diagnostic. Maintenant, on a plusieurs diagnostics. On a plusieurs, en quelque sorte, on a plusieurs maladies dont notre population souffre. Mais malheureusement, on n'a pas les moyens pour agir contre tous les problèmes de santé à la fois. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire?
on va essayer de chercher quelles sont les priorités de santé, quels sont les problèmes prioritaires. Comment choisir les problèmes prioritaires? On va choisir les problèmes prioritaires selon 2 critères. C'est quoi ces critères? Le premier critère, c'est la gravité. Et le deuxième critère, c'est ce rapport coût-efficacité et coût-action des différentes actions de santé publique. Je vais vous expliquer. L'hépatite B était un problème de santé publique en Algérie et dans pas mal de pays. Mais en la comparant à la poliomyélite, durant les années, par exemple, 60-70, elle n'était pas un problème aussi important. Donc, les années 80, disons. Donc, c'est pour ça, c'est une pathologie qui n'a pas été introduite dans le programme de vaccination. Donc, pour choisir un problème de santé publique, on va voir la gravité de ce problème. Comment on va identifier la gravité de ce problème? C'est à travers les indicateurs de santé. Le problème de santé le plus fréquent, qui a l'incidence la plus élevée, le problème de santé le plus mortel, qui a par exemple le taux de mortalité le plus élevé. Donc ça, c'est un problème qui nécessite d'être classé comme une priorité de santé publique, comme une pathologie qui nécessite une action urgente, qui nécessite d'être un problème de santé introduit dans le cadre d'une politique de santé. Le deuxième élément, c'est le coût de la maladie. Et on va revenir à l'histoire des cancers. Le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme. C'est un cancer qui est fréquent, il a une incidence élevée. C'est un cancer qui est mortel. Mais malheureusement, l'action de dépistage de ce cancer par la mammographie est une action qui est coûteuse et qu'on n'arrive pas à mettre en place. C'est pour ça qu'il n'y a pas un programme. Il y a tout un groupe d'experts qui a travaillé sur un plan de lutte contre le cancer. Mais ils n'arrivent pas à le concrétiser parce que faire une mammographie, faire la lecture de la mammographie, ça nécessite des spécialistes. Ces spécialistes en radiologie, il n'y a pas un nombre suffisant pour assurer la couverture de la population par une action de dépistage telle la mammographie. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à mettre en place un programme de dépistage du cancer du col du sein, contrairement au cancer du col de l'utérus, parce que c'est une action qui n'est pas coûteuse. La lecture de ce frottis ne nécessite pas une haute technicité. Il y a des formations qui se font d'une manière régulière, les formations de ce qu'on appelle les screeners. C'est soit des médecins généralistes, soit des biologistes qui sont formés pour faire la lecture et ils sont supervisés par un spécialiste en nanopathe. Par contre, pour l'histoire du cancer du sein, il faut un radiologue qui fait la lecture et l'interprétation de ces clichés de mammographie. En résumant, comment on va établir les priorités? On a identifié des besoins, on a dit que dans notre population, il y a tel ou tel problème qui sont prioritaires. Donc maintenant, il y a tel ou tel problème de santé au niveau de notre population. Maintenant, on va choisir parmi ces différents problèmes ceux qui représentent des priorités d'action. Pour les choisir, on va classer les maladies. On va les classer selon leur fréquence, leur gravité. Quelles sont les plus fréquentes? Quelles sont celles qui donnent des complications le plus? Et quelles sont les plus graves, les plus mortelles?
Le deuxième critère, c'est ce critère de coût, rapport coût-efficacité, coût-rendement. Donc, ce coût, ce deuxième critère est aussi un critère très important parce qu'il conditionne la faisabilité de ces actions de santé publique. Donc, en identifiant les priorités de santé publique, on pourra passer à la troisième étape. Si on a choisi parmi les différents problèmes de santé, si on a par exemple 10 problèmes, et en les classant, on trouve qu'il y a par exemple 3 ou 4 problèmes de santé qui ont vraiment une gravité importante et pour lesquels il y a des actions qui ne sont pas coûteuses et qui nous permettent de lutter contre ces pathologies. On va passer à une autre étape et on va formuler des objectifs, on va fixer des objectifs qui vont nous permettre de lutter contre ces pathologies qu'on a jugées comme prioritaires. Par exemple, entre cancer du sein et cancer du col de l'utérus, on choisit le cancer du col de l'utérus parce qu'il est faisable, la lutte contre ce cancer est faisable, le rapport coût-efficacité est important, c'est un problème de santé publique qui, s'il est diagnostiqué à un stade tardif, il est mortel. Donc, on va fixer des objectifs pour lutter contre ce cancer du col de l'utérus. Donc, et ces objectifs vont être choisis et formulés selon certains critères. Un objectif doit être explicitement formulé dès le début du programme. Donc, au début du programme, je dois fixer un objectif. Cet objectif doit bien définir notre population cible. Si je suis dans un programme de vaccination, ma population cible, c'est les naissances vivantes, par exemple. C'est les enfants de 0, par exemple, à 5 ans. Si je suis, par exemple, dans un programme de dépistage d'un cancer, je dois définir, c'est les femmes, par exemple, à partir de tel âge. Donc, je dois définir la population cible qui va être le sujet de ce programme de santé. Je dois préciser la durée de cette action de santé. Ça sera une durée de 3 ans ou bien de 4 ans. Durant cette période, voici l'objectif que je vise. Et on doit définir quels sont les états de santé, les comportements ou les attitudes qu'on cherche à constater, qu'on souhaite à constater chez notre population cible au terme de ce programme. Par exemple, on va viser une action de lutte contre la toxicomanie. On va formuler comme objectif, par exemple, de sensibiliser les jeunes, par exemple, ou bien les élèves au niveau des lycées concernant la lutte contre la toxicomanie, les effets néfastes de la toxicomanie. Et on va diminuer, par exemple, le taux de prévalence ou bien d'incidence de cette toxicomanie en milieu scolaire de 50%. Je vise, par exemple, un programme de santé publique, un programme de vaccination. Je vais vacciner les enfants contre la rougeole et mon objectif, c'est de diminuer l'incidence de la rougeole de 50% au bout de 3 ans. Donc, c'est comme ça qu'on doit formuler notre objectif. Donc, un objectif doit répondre à 5 critères. On le résume dans le mot anglais SMART. S, c'est spécifique. S, c'est spécifique. Notre objectif doit être simple et doit être spécifique à un problème de santé précis. M, il doit être mesurable. On doit pouvoir chiffrer les résultats obtenus avec ce programme à la fin de cette période qu'on a déjà fixée.
A, il doit être atteignable et pour certains aussi acceptable. Donc, atteignable ou acceptable. On ne va pas fixer un objectif qu'on ne pourra pas atteindre. On va dire, par exemple, on va éradiquer le VIH au bout de 5 ans. Donc, c'est un peu difficile. Les actions mises en place ne vont pas nous permettre. Ou bien, on va dire, on va améliorer l'état de santé de la population au bout d'une année. Ça, c'est un but. Parce que d'abord, on ne peut pas le mesurer. Et secondo, c'est un élément qui n'est pas, qu'on ne peut pas l'atteindre au bout d'une année. Donc, on doit fixer, ça c'est un but lointain, et on doit fixer des objectifs intermédiaires qui vont nous permettre d'arriver à long terme à ce but. Donc, R, c'est réalisable et aussi relevant en anglais, c'est pertinent. Il doit être pertinent, il doit correspondre à un problème réel de la population. Et T, il doit être lié au temps. On doit fixer un objectif qu'on pourra évaluer au bout d'un certain temps. Un programme n'est pas ouvert. C'est vrai, on peut assurer une continuité d'un programme de santé si on juge après l'évaluation, après un certain temps qu'on a déjà fixé au début, que les actions sont satisfaisantes, les résultats sont satisfaisants, donc on va continuer avec ce programme de santé, ces actions de ce programme de santé. Donc ça, c'est pour la formulation des objectifs. Donc, on a identifié les besoins de notre population, quels sont les problèmes les plus fréquents, quels sont les problèmes les plus mortels. À travers ces indicateurs, en plus, au rapport coût-efficacité des actions de lutte contre les problèmes de santé et selon les moyens dont on dispose, on a fixé des priorités d'action. Quand on fixe les priorités d'action, on passe à l'étape suivante qui est la formulation des objectifs pour lutter contre ces problèmes prioritaires. J'ai fixé un problème prioritaire. Quel est l'objectif pour lutter contre ce problème? La rougeole, je vais diminuer l'incidence de la rougeole de 50% au bout de 3 ans. Je vais diminuer, par exemple, l'incidence de, par exemple, la poliomyélite au bout de 3 ans. Je vais diminuer l'incidence de la poliomyélite au bout de 3 ans, par exemple, de 60%. Donc, je dois fixer un objectif clair, précis, qui répond aux caractéristiques SMART qu'on a déjà citées. Maintenant, on va passer à l'étape suivante où on va décrire les activités qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. On va décrire les activités qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, pour résoudre un problème de santé, on peut choisir une seule activité comme on peut choisir plusieurs activités. Dans le cadre, par exemple, du programme national de lutte contre la tuberculose, on a plusieurs actions activités à la fois. Le certificat d'activité générale qu'on fait, par exemple, à l'embauche ou bien lorsque vous allez vous inscrire au niveau d'une cité universitaire, on vous demande un certificat d'activité générale. Ça, c'est une action inscrite dans le programme de lutte contre la tuberculose. Parce qu'on va, à travers ce certificat, normalement, on ne va pas le signer sans faire une radiographie et sans examiner le sujet. On doit le faire après un examen de la personne pour vérifier est-ce que cette personne présente une tuberculose pulmonaire ou bien non. Donc, est-ce qu'elle représente un risque
pour la collectivité dont elle va entrer ou bien non. Donc, la cité universitaire, c'est une collectivité. Vous allez vivre dans une collectivité, côtoyer des amis dans la même chambre. Au niveau des restaurants, il y a des regroupements. Donc, là où il y a des regroupements, il faut dépister la tuberculose, par exemple. Donc, parmi les actions aussi de ce programme de lutte contre la tuberculose, dès qu'on dépiste un cas, on doit confirmer le diagnostic et on doit le traiter. Donc, le traitement, c'est une action de ce programme de santé publique qui va nous permettre d'atteindre l'objectif de diminuer l'incidence de cette tuberculose. Aussi, les stratégies élaborées d'après l'analyse de la situation, donc, doivent nous permettre de réduire les contraintes. Donc, on va choisir les stratégies et les actions les plus simples. Donc, on doit assurer une production des activités pour atteindre les objectifs. Donc, on doit choisir des activités qui font partie d'un large éventail des actions de santé publique. Une activité qui va faire partie d'un programme de santé peut être une action d'éducation sanitaire. Elle peut être une action de formation. J'ai un nouveau vaccin que je vais introduire dans le calendrier vaccinal. Donc, je dois former le personnel qui va exécuter cet acte, qui va faire la vaccination. Quels sont les effets de ce vaccin? Quels sont les effets indésirables? Quelles sont les précautions que je dois prendre lors de la vaccination? Quel est le nombre de doses de vaccin, l'intervalle à respecter, tous ces éléments. Donc, le personnel doit bénéficier d'une formation dans ce sens. Ça peut être des actions d'aménagement de l'environnement, par exemple, dans le cadre du programme de lutte contre le scorpionisme. Ça peut être des actions de promotion économique. Ça peut être des programmes de développement des ressources agricoles ou hydriques. Ça peut être des actions de dépistage comme le cas du diabète, le cas de l'HTA, le cas des différents cancers. Ça peut être un diagnostic clinique, une confirmation biologique ou radiologique, le cas du cancer du sein par exemple. Ça peut être un traitement. Lorsque je dépiste une maladie, automatiquement, je dois traiter ces malades. On ne dépiste pas pour dépister. Madame, vous avez un cancer et je la laisse dans la nature. Donc, dès qu'on dépiste un cancer, on doit déjà définir préalablement quel est le chemin qu'elle doit suivre. Cette femme-là va bénéficier de quel chemin? On va l'adresser pour la confirmation diagnostique, à quelle structure? Par la suite, le traitement, est-ce qu'il y a des spécialistes sur place ou bien on va l'orienter à une autre région, etc. Tous ces éléments font partie des activités d'un programme de santé qu'on doit définir préalablement. Une réhabilitation, un travail social. Donc, il y a plusieurs activités qui peuvent faire partie des actions de santé publique dans le cadre d'un programme de santé. Le choix de ces différentes activités dépend de leur efficacité et de leur coût. Donc, on revient à ce fameux rapport coût-efficacité. Donc, il faut aussi faire attention à un élément important. Il faut faire la différence entre un objectif et une activité. Un objectif, c'est quoi? C'est le changement d'une situation auquel on s'attend après ce programme. Une activité, c'est quoi? C'est le moyen qui va nous permettre pour changer cette situation. On revient à l'histoire de la rougeole. Donc, diminuer l'incidence de la rougeole de 50% au bout de 3 ans chez les enfants de moins de 5 ans, ça c'est un objectif parce que c'est un changement de la situation. Une incidence
et je cherche à diminuer cette incidence de 50%. Par contre, quelles sont les activités qui vont me permettre de diminuer cette incidence? Je dois diagnostiquer les cas de rougeole avant le diagnostic des cas de rougeole. C'est la vaccination. Je vais vacciner la population, donc je vais atteindre un taux de couverture vaccinale qui va me permettre de stopper la propagation de ce virus au sein de la population. Donc, je vais minimiser au maximum le nombre de cas. Et s'il y aura des cas, je dois les diagnostiquer, confirmer par les moyens biologiques ce diagnostic et je dois les prendre en charge. Donc, c'est ça la différence entre objectif et activité. Objectif, c'est le changement de situation. Activité, c'est le moyen qui va me permettre de changer cette situation. La vaccination, c'est un moyen qui va me permettre de diminuer l'incidence de la rougeole, de diminuer l'incidence de la poliomyélite, de l'hépatite, etc. Il y a un autre élément aussi important dans la description des activités, c'est les problèmes de coordination entre les différentes institutions. Je vais vous expliquer c'est quoi ce problème de coordination. Comme vous avez vu, on a un large éventail d'activités de santé publique. Ce large éventail d'activités de santé publique, il y a certaines activités qui dépendent du système de santé. La vaccination, c'est le système de santé qui va la détenir. Par exemple, le diagnostic, la même chose. Le traitement aussi. La confirmation par les moyens biologiques, ça va de soi. Mais si on va parler d'un problème de santé comme par exemple le choléra, la fièvre typhoïde, il y a un volet très important dans la lutte contre ces pathologies qu'on appelle maladie à transmission hydrique. Ce volet important, c'est quoi? C'est de mettre à la disposition de la population une eau potable. ماء صالح للشرب. الماء الصالح للشرب هذا c'est pas le système de santé qui traite l'eau. L'eau potable, ça dépend des services hydrauliques, l'Algérienne des eaux et les collectivités locales. Je suis عند البلدية, je suis le service hydraulique. C'est eux les responsables du réseau d'eau et du réseau d'assainissement. C'est eux les responsables du traitement de l'eau. هما اللي يديروا l'eau de javel flot. Les systèmes de santé, qu'est-ce qu'il fait? Les actions de surveillance de l'eau, il y a les services d'épidémiologie des établissements publics de santé de proximité, المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. Donc, il y a un service d'épidémiologie qui surveille la qualité de l'eau. Il fait des prélèvements d'eau et il vérifie au niveau du laboratoire, est-ce que cette eau répond aux conditions de potabilité? Est-ce qu'il n'y a pas de germes dans cette eau? Est-ce que cette eau est de bonne qualité et on peut permettre à la population de consommer cette eau ou non? C'est ça la part de responsabilité du service, des services de santé dans la surveillance de la qualité de l'eau. Le reste, réseau d'assainissement, réseau d'eau, traitement de l'eau, ça, c'est la responsabilité des autres secteurs. Lorsque le service d'épidémiologie fait la surveillance de la qualité de l'eau et lorsqu'il détecte qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il notifie ce problème aux collectivités locales, à l'Algérienne des eaux, afin qu'ils prennent en considération que dans tel quartier, la qualité de l'eau n'est pas bonne. L'eau n'est pas potable dans, par exemple, le quartier, par exemple, X. Donc, ils vont intervenir pour voir quel est le problème afin de le régler. Le problème de coordination réside dans ce genre de coordination. S'il n'y a pas une réponse ou là, il y a une lenteur de réponse de la part de l'autre secteur, c'est ça les problèmes de coordination dont on parle dans cette partie-là. Donc, il y a des actions, des programmes de santé publique dans lesquels
on est dans l'obligation de collaborer avec d'autres secteurs. Les cas des maladies à transmission hydrique, le cas des zoonoses, par exemple, la lutte contre la rage, la première action. C'est une action à l'échelle de l'environnement. L'abattage, par exemple, des chiens errants. Quand la vaccination, par exemple, le secteur vétérinaire est responsable de la vaccination des animaux domestiques. Lorsqu'il y a échec de ces actions, lorsqu'il y a un manque de coordination, pardon, donc il y aura une morsure à risque rabique, vient le rôle du système de santé pour prendre en charge ces plaies à risque rabique, des soins, un traitement, une vaccination, etc. Et toutes ces actions, que ce soit l'abattage des chiens errants, l'hygiène de l'environnement, la vaccination des animaux domestiques, la vaccination d'un sujet après exposition à une blessure ou bien une morsure à risque rabique, les soins, le traitement, toutes ces activités font partie de ce programme de lutte contre la rage. Donc, on va passer maintenant à un autre élément. Après la description des activités qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs dressés, les objectifs déjà fixés, on doit définir quelles sont les ressources nécessaires qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs et à travers l'exécution de ces activités. Pour vacciner, je dois avoir des infrastructures, je dois avoir un personnel qualifié, des médecins, des sages-femmes, des agents vaccinateurs. Je dois avoir, comme on l'a déjà dit, l'infrastructure, les PMI, les centres de protection maternelle et infantile, les salles de soins. Je dois assurer la disponibilité du vaccin. Pour assurer la disponibilité de vaccins, on doit avoir un financement durable de ce système de santé. Je dois avoir tout le consommable nécessaire, coton, alcool, personne, des registres pour l'enregistrement de l'acte. Tout ce que vous pouvez imaginer fait partie des ressources nécessaires pour l'exécution d'un programme de santé. Donc, on a identifié les besoins, on a établi les priorités, on a formulé les objectifs, on a décrit les activités qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs, on a déterminé les ressources nécessaires, que ce soit humaines, matérielles, financières. Tous ces éléments-là vont nous permettre de passer à l'étape suivante, qui est l'exécution du programme. Si on a mis en place tous ces éléments, on passe à l'étape d'exécution du programme. Organiser les journées de vaccination, organiser les actions de dépistage du cancer, etc. Donc, après l'exécution du programme, vient un élément très important. Ce n'est pas l'exécution du programme, c'est l'évaluation du programme. Donc, ce n'est pas la dernière étape, attention. C'est vrai qu'on fait l'évaluation du programme à la fin, mais on doit aussi assurer l'évaluation de ce programme aux différents niveaux de cette programmation. On doit évaluer, est-ce que les activités ont été faites? Est-ce que les moyens nécessaires sont mis en place? Est-ce que le programme est réellement exécuté? Est-ce qu'on a atteint les objectifs qu'on a déjà fixés? Et est-ce qu'on a établi est-ce qu'on a répondu aux priorités qui ont été déjà fixées au début? Donc, l'évaluation, évaluer un programme, bien évaluer quelque chose, c'est déterminer la valeur de cet élément. C'est porter un jugement à cet élément. Quand je vous dis, on va faire une évaluation des connaissances le 3 janvier, Inch'Allah. L'examen, examen, c'est une évaluation de vos connaissances. Est-ce que vous avez acquis les connaissances nécessaires? Est-ce que
l'enseignement a répondu à ses objectifs et vous avez atteint les objectifs qu'on a tracés en matière d'enseignement d'épidémiologie ou non. Donc, c'est ça, porter un jugement à travers une note. Donc, dans un programme de santé, on va faire une évaluation concernant les activités, est-ce qu'elles ont été faites? On va faire une évaluation des objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints? Donc, on va comparer les actions par rapport aux objectifs. On va comparer les résultats des actions par rapport aux objectifs. Mais attention, l'évaluation d'un programme de santé n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la finalité. On évalue un programme de santé pour voir est-ce qu'il a été correctement exécuté. C'est oui, c'est bien. Est-ce que ces résultats sont satisfaisants? On va continuer avec cette stratégie. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, quels étaient les problèmes? Est-ce que c'est des problèmes liés à la non-disponibilité de ressources? Est-ce qu'il y avait une sage-femme, une polyclinique qui a pris un congé et elle n'a pas été remplacée? Et on était dans l'obligation d'arrêter les activités de vaccination et on n'a pas réglé le problème sur place. Et à la fin de l'année, en calculant le taux de couverture vaccinale, c'est un taux de couverture qui n'a pas atteint les objectifs fixés par le ministère. Donc, il faut faire l'évaluation d'une manière continue et faire l'évaluation pour en tirer des leçons, pour orienter les activités vers une autre décision. On va prendre d'autres décisions sur la base de l'expérience qu'on a acquis durant cette première partie de ce programme de santé. En fait, il y a deux types d'évaluation. Il y a l'évaluation formatrice et il y a l'évaluation sommatique. Quand on fait un cours et on vous pose des questions, c'est pour voir est-ce que vous avez acquis les connaissances ou non afin de corriger. Lorsqu'on est dans un programme de santé, on évalue par exemple comment ces sages-femmes travaillent, comment ces agents vaccinateurs travaillent pour voir s'il y a des lacunes, s'il y a des éléments qui ne sont pas correctement faits, on les corrige sur place. C'est ce qu'on appelle l'évaluation formatrice. S'il y a rupture de vaccin, on fait une évaluation. Est-ce que le vaccin est disponible ou non? C'est pour corriger. On va corriger en commandant, en essayant de régler ce problème de rupture de vaccin. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'évaluation sommative. C'est cette évaluation qui se fait à la fin en comparant les résultats du programme avec les objectifs qu'on a déjà fixés au début. Maintenant, bon, c'est une plaque. Je vais arrêter le partage et je vais partager avec vous une autre. Je ne sais pas, il y a un petit problème avec cette plaque. Veuillez patienter. Vous avez ces quelques minutes. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez prendre la parole pour poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? En attendant que je cherche la présentation, le schéma. Avez-vous des questions? Vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Il n'y a pas de questions? Voilà. On va passer rapidement à ce schéma. Très bien. Je vais rapidement le partager avec vous. Vous le voyez?
Bon, dans un programme de santé publique, on a trois colonnes, une colonne d'évaluation au milieu, d'un côté une colonne de planification et de l'autre côté une colonne des actions. Du côté de la planification, on a commencé, comme vous avez déjà vu, à identifier les problèmes de santé, à choisir les priorités, à fixer des objectifs, à définir les activités qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs, à définir les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs à travers l'exécution des activités. Pour la troisième colonne, là où il y a les actions, on est dans l'étape de l'exécution du programme. Donc, lorsqu'on exécute du programme, on a des ressources qui sont mises à notre disposition. Et là, il faut faire une évaluation. Il faut comparer les ressources disponibles avec les ressources prévues. Ça, c'est une évaluation. Est-ce que réellement les ressources qui ont été prévues dans ce programme sont les mêmes ressources qui sont mises à notre disposition? Puis, on passe à l'échelle supérieure. Lorsqu'on a ces ressources, on va passer à l'exécution des activités. Et là aussi, on doit comparer l'exécution des activités par rapport aux activités prévues. Est-ce que toutes les activités qui ont été prévues dans le programme ont été mises en place en réalité? Et est-ce que la population cible qui a été fixée dans le programme correspond à la population qui a été touchée sur le terrain par les activités? Donc, on va comparer la population qu'on a touchée, qui a pu bénéficier des activités de ce programme par rapport à la population cible prévue dans le programme. Puis, on passe aux résultats. On va comparer les résultats de ce programme par rapport aux objectifs de ce programme. Est-ce que les résultats qu'on a obtenus correspondent réellement aux objectifs qui ont été déjà fixés? Ou bien on a atteint partiellement les objectifs? Donc, il faut comparer les résultats avec les objectifs pour voir est-ce qu'on n'a pas du tout atteint nos objectifs? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs partiellement? Ou bien on a atteint nos objectifs totalement? Et on passe à l'impact. On a diminué l'incidence de la rougeole. Par la suite, l'impact, ça sera sur quoi? Est-ce que vous savez l'impact de cette diminution de la rougeole, de cette diminution de la poliomyélite, de cette diminution de la coqueluche, de la diphtérie? Elle aura un impact sur quoi? Vous n'avez pas d'idée? Donc, je vais vous dire que l'impact de ces actions, ce sont des problèmes de santé qui entraînaient auparavant un taux qui faisait une partie importante de la mortalité infantile, la mortalité des enfants de moins d'1 an. Et depuis la mise en place des actions du programme élargi de vaccination, il y a une nette diminution du taux de mortalité infantile. Donc, l'objectif, c'est la diminution de la rougeole, la diminution de l'incidence de la diphtérie, la diminution de l'incidence du tétanos néonatal, etc. Et l'impact, ça sera un impact sur le taux de mortalité infantile. Ça, c'est l'impact en santé publique. Donc, c'est ça le résumé de ce schéma d'évaluation. Et comme vous voyez, on doit évaluer non seulement à la fin, mais on doit évaluer à chaque étape de l'exécution du programme de santé. Maintenant, on va revenir aux diapositives pour finir avec les dernières plaques. Et à la fin,
je vais passer à la réponse à vos questions. Ne vous inquiétez pas, on aura quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc, après l'évaluation, qui va faire l'évaluation? C'est le responsable de la supervision. La supervision, c'est une activité indispensable et complémentaire de l'évaluation. Donc, elle a un double intérêt. Un superviseur, c'est pas quelqu'un qui va jouer seulement le rôle d'un chef. C'est quelqu'un qui va faire à la fois une évaluation de formatrice, une évaluation de la qualité des services pour agir à n'importe quel moment. Et c'est quelqu'un aussi qui va renforcer la motivation du personnel. Parce que cette supervision, c'est l'ensemble des mesures visant à s'assurer est-ce que le personnel accomplit efficacement et de mieux en mieux ses fonctions. Donc, la supervision, c'est une action, c'est quelqu'un qui est là pour vérifier est-ce que les activités sont faites correctement, est-ce que les activités, les ressources sont mises en place correctement, est-ce que les résultats de ce programme sont satisfaisants ou non. Donc, ce superviseur va assurer la formation continue, il va évaluer la qualité des actions, il va examiner l'organisation du travail et il va assurer une communication avec l'équipe de l'unité. Cette communication va permettre de résoudre les problèmes, de discuter les résultats de l'observation, de chercher des solutions aux difficultés rencontrées sur terrain. Et il doit arbitrer les conflits entre les différents membres de l'équipe sans favoritisme. Donc, à la fin, une planification sanitaire se fait par une prise de décision rationnelle qui prend en considération l'économie des moyens afin de répondre aux besoins réels de la population. C'est pour ça qu'on doit définir correctement nos objectifs afin de mettre en place et d'utiliser d'une manière optimale les ressources requises. Et la programmation sanitaire à travers les différentes étapes que vous avez vues, on peut la définir comme un ensemble organisé d'activités réunies pour atteindre un objectif qui doit être explicitement formulé dans un contexte défini. À la fin, on termine par cette plaque en citant quelques programmes de santé nationaux. Il y a quelques programmes de santé qui existent en Algérie. Par exemple, en matière de santé reproductive et sexuelle, vous avez un programme de planification familiale. C'est le programme que vous allez voir avec professeur Oujheh. Il y a un programme de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le sida. En matière de santé respiratoire, il y a un programme de lutte contre la tuberculose. Il y a un programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës qui vise les enfants de moins de 5 ans. Il y a le programme élargi de vaccination qui sera le sujet de notre prochain cours. Il y a le programme de lutte contre les méningites cérébrospinales, c'est la méningite à méningocoque. Il y a le programme de lutte contre le rhumatisme articulaire aigu, les injections d'extensiline, quelqu'un qui a fait un premier épisode de RAA dans le cadre de la prévention secondaire, il doit prendre des injections de benzatine, benzyle, pénicilline tous les 21 jours. Ça fait partie des actions de lutte contre le rhumatisme articulaire aigu. Ces injections, normalement, elles doivent être dispensées gratuitement au niveau des structures de santé.
Il y a en matière de santé et environnement, il y a le programme de lutte contre les maladies à transmission hydrique. Ça englobe la lutte contre la fièvre typhoïde, l'hépatite A, le choléra, l'hépatite E. Le programme de lutte contre les zoonoses, il englobe la lutte contre les actions de lutte contre la rage, contre la brucellose, contre la leishmaniose. Le programme de lutte contre le scorpionisme, voilà, ce n'est pas une maladie transmissible, mais elle a bénéficié parce que c'est un problème de santé publique. Le scorpionisme a bénéficié d'un programme de santé. Donc, on doit lutter contre le scorpionisme. On doit assurer, par exemple, le sérum anti-scorpionique au niveau des structures de santé. L'hygiène de l'environnement, l'aménagement du territoire pour éviter le scorpionisme, ça fait partie des activités de ce programme. La santé en milieu spécifique, la santé scolaire, lorsque vous étiez des élèves, donc vous vous rappelez des médecins qui viennent pour vous faire des consultations, pour vérifier votre acuité visuelle, pour vérifier, pour vous ausculter, pour vous vacciner. Toutes ces activités font partie des activités d'un programme de santé scolaire. La santé au travail qui est maintenant une spécialité à part. La santé au milieu pénitentiaire, c'est au niveau des prisons. Il y a des activités qui visent cette population particulière. Le contrôle sanitaire aux frontières, donc le fait de prendre la température, de vérifier les carnets de vaccination, de vérifier durant cette période de Covid, lors des voyages, de vérifier ces PCR des personnes qui vont voyager. Donc, ça fait partie des activités de contrôle sanitaire aux frontières. Donc, pour la santé mentale, tout ce qui est lutte contre la drogue, la toxicomanie, les centres qui ont été construits comme le CISA Hamla, donc, ils font partie des activités de programmes nationaux de santé. La surveillance intégrée des maladies non transmissibles, à savoir le diabète, l'HTA, la cholestérolémie, l'obésité, le tabagisme, la sédentarité, tous ces éléments font partie d'un programme intégré de lutte contre les maladies non transmissibles. Donc, il y a des actions qui sont faites à l'échelle de la population, de dépistage, d'éducation sanitaire, de promotion de l'hygiène de vie. Donc, tous ces éléments font partie des actions des programmes nationaux de santé. Donc, c'était la dernière diapositive. Je vais arrêter le partage et je vais aller maintenant vers vos questions pour essayer de répondre à vos soucis, à vos questions. Donc, on va commencer par Raïf l'Islam. Raïf, je n'ai pas compris la différence entre l'évaluation formatrice et l'évaluation sommative. L'évaluation formatrice se fait tout au long du programme. Donc, tout au long du programme, Raïf, tout au long du programme, on doit faire une formation. On doit faire, une évaluation. En tant que médecin superviseur, au niveau d'un service d'épidémiologie, par exemple, au niveau d'un établissement de santé de proximité, vous supervisez les activités de programme de vaccination, du programme élargi de vaccination. Vous devez vérifier, est-ce que le vaccin est disponible? S'il n'est pas disponible, vous allez agir. Donc, c'est une évaluation formatrice, donc vous allez corriger et vous allez assurer la disponibilité. Vous allez vérifier votre personnel, comment ils font la vaccination. Si vous voyez qu'ils font des erreurs, on ne va pas les sanctionner. Si c'est des erreurs qui ne sont pas intentionnées, peut-être c'est un personnel qui n'est pas bien formé, qui a oublié certains éléments en tant que médecin responsable, superviseur. Il est de votre responsabilité de former ce personnel.
Ils font des erreurs en matière de conservation du vaccin. Il faut les corriger. C'est ça l'évaluation formatrice. C'est une évaluation qui a pour objectif de corriger des lacunes tout au long de l'exécution du programme. L'évaluation sommative, c'est une évaluation globale qui se fait à la fin du programme. Je vais par exemple calculer le taux de couverture vaccinale. Donc, et je vais comparer ce taux de couverture aux objectifs fixés. Donc, résultat, je vais confronter un résultat avec un objectif fixé dès le début du programme. C'est ça l'évaluation sommative. C'est une évaluation qui vient à la fin et c'est une évaluation globale. Formatrice, elle est contenue et elle a pour objectif de corriger les lacunes, que ce soit en matière d'approvisionnement, d'organisation, de formation, etc. Donc, on va essayer de voir. Vous ne voyez pas les plaques. Pourquoi vous n'avez pas pris la parole pour me dire que vous ne voyez pas les plaques? N'hésitez pas à prendre la parole. Donc, c'est quelle plaque que vous n'avez pas vue? Dites-moi. Vous êtes là? Non? Ryan, tu es là? Reda, Ryan. La dernière diapo, vous ne l'avez pas vue? The last one. La dernière diapo, c'était la diapo concernant les différents programmes de santé. J'ai énuméré les programmes de santé. Mais vous m'avez entendu. Vous ne l'avez pas vu. On l'a refait ou bien vous avez entendu l'explication? Est-ce que vous avez des questions maintenant? Ryan me dit que vous avez entendu. C'était clair. C'était clair ou non? Très bien. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Très bien, merci. Toutes les plaques qui sont après le schéma de l'évaluation. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Si c'était clair, c'est bon. Si ce n'était pas clair et vous voulez que je refais quelque chose, ou bien si vous voulez poser des questions, eh bien, n'hésitez pas. No comments. Merci Ryan, merci à toi. Donc, on vient de terminer le cours. Demain, Inch'Allah, pour